Imaginez un instant. Comment fait-on pour neutraliser une menace mondiale sans pour autant déclarer la guerre? Eh bien, une partie de la réponse se cache dans un document à la fois très puissant et finalement assez méconnu. C'est la fameuse liste consolidée des sanctions de l'ONU. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, cette liste noire, comme on l'appelle parfois, pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce qu'il ne faut pas la voir comme un simple annuaire, une simple liste de noms. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable outil de pouvoir à l'échelle internationale, un levier conçu pour peser sur le cours des événements mondiaux. Ok, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va voir ce qu'est précisément cette liste. Ensuite, on va décortiquer une inscription type pour comprendre comment ça se présente. Puis, on se demandera qui, concrètement, se retrouve sur cette liste. Et pour finir, la grande question, est-ce que c'est vraiment un outil efficace pour la paix? Allez, on commence par le début. Cette liste, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, pour faire simple, c'est le répertoire officiel et complet de toutes les personnes et de toutes les organisations que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre sous sanction. Et là, attention, point super important, il faut bien comprendre que cette liste, elle n'a rien d'arbitraire. Chaque nom qui est ajouté, c'est le résultat d'une résolution très officielle du Conseil de sécurité. On parle donc d'un véritable mécanisme juridique, pas juste d'un avis ou d'une prise de position politique. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder comment l'information est structurée. Allez, on va zoomer un peu et décortiquer une inscription type pour voir comment c'est construit. Voilà, prenons un cas concret. Au premier coup d'œil, ça peut paraître un peu dense. On a une référence, un nom, Abdollah Sen, une désignation, générale, et puis une justification très concise mais très lourde de sens. Inscrit pour avoir aidé à financer le groupe Al-Shabaab. On sent tout de suite que chaque mot est pesé, que chaque détail compte. D'ailleurs, ce processus d'inscription porte un nom officiel. On parle de désignation pour sanction. C'est le terme juridique. Et c'est cet acte formel, cette désignation, qui va déclencher tout l'arsenal de mesures restrictives contre la personne ou l'entité visée. La structure est vraiment pensée pour être la plus précise possible. On a le nom, bien sûr, le titre, mais la partie la plus cruciale, c'est vraiment la section renseignements divers. C'est là qu'on trouve le pourquoi. C'est le cœur du dossier, l'endroit où sont détaillés les faits qui justifient la sanction. Bon, maintenant qu'on a vu comment lire une fiche, prenons un peu de hauteur. Qui sont les gens, les organisations qu'on retrouve sur cette fameuse liste? Alors, les profils sont très très variés. On va trouver des chefs de milice, des chefs de guerre, comme Paul Malong Awan, accusé d'avoir planifié des attaques contre des civils. Mais on trouve aussi des profils beaucoup plus discrets. Des financiers qui opèrent dans l'ombre en utilisant des systèmes informels comme la Hawala pour financer des groupes comme les talibans. Et parfois, les justifications sont d'une clarté qui fait froid dans le dos. Il suffit de lire cet extrait qui concerne un chef de milice. Les mots sont très crus, très factuels. Tuer, torturer, violer, exécutant sommairement les hommes adultes. Ça ne laisse vraiment aucune place à l'interprétation sur l'extrême gravité des faits reprochés. Et attention, il n'y a pas que des individus, des organisations entières peuvent aussi se retrouver sur la liste. Ça va des groupes terroristes très connus comme Al-Shabaab ou la branche de l'État islamique au Khorasan, à des structures bien plus opaques, des réseaux financiers, des sociétés écrans, comme le Al-Rashid Trust qui était lié à Al-Qaïda. Et ça peut même aller jusqu'à des agences gouvernementales. Donc si on synthétise un peu tous ces motifs d'inscription, on voit se dessiner trois grandes catégories. D'abord, tout ce qui menace directement la paix et la stabilité. Ensuite, bien sûr, les activités terroristes. Et enfin, les violations graves des droits humains. Ok, mais alors, concrètement, que se passe-t-il quand un nom ou une entité est ajouté à cette liste? C'est là qu'on touche du doigt la vraie puissance de cet outil. Les conséquences sont quasi immédiates, et elles sont particulièrement sévères. Il y en a deux principales. Le gel total des avoirs financiers, tout est bloqué, et une interdiction mondiale de voyager. L'idée est simple en fait, isoler complètement la cible. On coupe les financements et on paralyse la mobilité. Et le but officiel de tout ça, ce n'est pas tant de punir que de contraindre. En limitant de manière drastique la capacité à opérer, l'ONU cherche à forcer ses acteurs à changer de comportement et à mettre fin à leurs activités déstabilisatrices. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce qu'une liste de noms, c'est un outil réellement efficace pour la sécurité mondiale ou est-ce avant tout un geste symbolique? La question reste ouverte, parce que d'un côté, son pouvoir de contrainte est indéniable. Mais de l'autre, il y a des critiques sur son application parfois opaque, et même sur des erreurs de désignation. Du coup, son véritable impact, lui, continue de faire débat.